pouvoir passer à notre premier panel de l'après-midi, c'est le deuxième de la journée. Comment le secteur de l'assurance peut contribuer à la durabilité des économies mondiales et le rôle de la technologie. C'est tout de suite avec nos trois intervenants. Bien, premier panel, vous allez voir apparaître nos trois intervenants, normalement, si tout va bien. Oui, on vous voit, we can see you. Je vous les présente. Monsieur Laurent Montador, directeur général adjoint de la Caisse centrale de réassurance. Bonjour. Bonjour, bonjour. Merci d'être avec nous et vous parlez au nom de la CCR. Monsieur Bertrand Labillois devait être avec nous. Vous le remplacez. On lui souhaite un prompt rétablissement et en tout cas, merci d'être avec nous aujourd'hui. William Harding, Head of Implementation of SIF, the Sustainable Insurance Forum. Hello there. Hi, William. Thank you for being with us today. Thank you for having me. Et enfin, Monsieur Maxime Hambourg, directeur innovation et développement d'AXA XL Risk Consulting. Merci, bonjour à vous, bonjour à tous. Bonjour, merci en tout cas d'être avec nous. On va discuter pendant une demi-heure, 40 minutes maximum autour de ce sujet qui est extrêmement important, comment le secteur de l'assurance peut contribuer à la durabilité des économies mondiales et avoir aussi un point de vue au niveau de la technologie, comment utiliser au mieux la technologie dans ce contexte. William, I will try to switch between French and English, so don't worry, and our attendees can use the translation, so don't be afraid. So, and I think you can use translation either. Alors, c'est vrai qu'on va avoir vos différents points de vue parce que c'est extrêmement intéressant, que ce soit en termes d'appréhension des risques, que ce soit au niveau de la réassurance qui joue un rôle extrêmement important et notamment on parlera des catastrophes naturelles et des catnats. Et puis, William Harding, you will tell us a few words about SIF, the Sustainable Insurance Forum. Can you first, William, what is the SIF? In a few words. So, yeah, it's essentially a collection of insurance supervisors and regulators who take a keen interest in sustainable activities in their own sector. So we now have 35 regulators supervising over 5 trillion gross insurance premiums across the world. And we're really working together to kind of strengthen our understanding and responses to these sustainability issues. Alors, on va peut-être commencer. Alors, lorsqu'on parle de durabilité, on a beaucoup aussi parlé de résilience des économies qui sont extrêmement différentes en fonction des différents pays. Et encore une fois, la période que nous avons traversée nous a montré la nécessité de s'inscrire dans cette résilience et notamment face au changement climatique. On en a parlé notamment avec Petra et Suzanne, à l'instant, et particulièrement Laurent au niveau de la CCR et de la couverture des catnats. Et en quoi est-ce que les systèmes qui ont été mis en place pour couvrir les événements catastrophiques renforcent la résilience de l'économie? J'ai un peu la réponse dans la question, mais c'est vrai que de manière beaucoup plus détaillée et plus développée. Oui, effectivement, votre question inclut les réponses. Moi, ce que je voudrais faire, c'est déjà de préciser quelques remarques liminaires. On est dans une société dans laquelle l'économie est importante, est essentielle, et cette économie, pour fonctionner, a besoin d'énergie. Et donc, c'est le premier préambule, c'est que nous avons tous et toutes besoin d'énergie. Ensuite, en fonction des énergies propres ou moins propres, il y a des besoins donc d'innovation technologique, et il y a aussi des besoins de transition, c'est-à-dire qu'on ne peut pas passer du jour au lendemain d'une énergie carbonée à une énergie totalement décarbonée, et qu'il faut absolument prendre en compte cette transition qui peut durer plusieurs décennies. Ce qui est sûr, c'est qu'effectivement,
avec les études du GIEC le montrent, on est sur une trajectoire qui est tout à fait réaliste, mais qui est celle qui était vue comme étant la plus pessimiste quand il y a 5-7 ans, avec la COP de Paris, la COP 21. Et donc nous avons des systèmes qui doivent prouver leur résilience au niveau de l'assurance. Alors l'assurance, elle peut intervenir à la fois dans la conception de produits permettant de protéger les individus et les compagnies et les organismes publics, mais elle peut aussi, en tant qu'investisseur, permettre d'investir dans le secteur durable, pour peu qu'effectivement il y ait des critères qui soient reconnus et qui soient normés, de telle manière à permettre une prise en compte conforme à l'esprit dans les différentes organismes d'assurance, de telle manière à ce qu'il n'y ait pas de différentiel de comparabilité, si vous voulez. Alors, l'assurance est un secteur qui est très régulé, et donc a l'habitude d'avoir des régulations qui se mettent à la fois du côté de l'actif et des investissements, mais aussi du côté du passif. Et ce que l'on voit depuis plusieurs années, c'est un renforcement énorme de la régulation sur les rapports extra-financiers, qui permettront dans le futur de comparer l'effort de l'investisseur financier dans la durabilité des économies et dans ces investissements qui permettent de garantir, ou en tout cas de s'approcher le plus possible d'une trajectoire de décarbonation avec un réchauffement limité à 2 degrés à l'issue de la fin du siècle. Donc on n'y est pas encore, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a un énorme effort qui est réalisé par les compagnies d'assurance via effectivement la régulation. La régulation, elle a le mérite d'exister et de permettre une norme d'éclore dans la comparabilité des efforts et des investissements plus ou moins verts qui sont opérés. Et puis, il y a aussi tout le côté passif, c'est-à-dire la souscription d'assurance. Et là, cette souscription permet d'avoir une résilience au niveau des économies et au niveau des particuliers et des compagnies assurées. C'est quelque chose d'important. On le voit bien au niveau des catastrophes naturelles qui vont s'opérer de plus en plus fréquemment, de plus en plus violemment. Et c'est important au niveau du secteur de l'assurance d'y contribuer à la fois dans son objet premier, qui est d'offrir de la sécurité et de garantir une résilience pour les acteurs, mais aussi dans son outillage permettant aussi de prévoir et d'anticiper. Et je pense que c'est vraiment très important de mentionner que l'assurance et la réassurance, avec les organismes publics-privés et avec les États, ont la possibilité de gérer le risque et d'augmenter la résilience en mettant en place des systèmes ex ante qui permettent donc d'assurer, qui permettent aussi de prévenir. C'est important de ne pas oublier la prévention dans l'outillage que peut apporter à la fois les États et le secteur de l'assurance, avec des outillages qui permettent de mesurer l'impact de construction de bâtiments de prévention, que ce soit des digues, des barrages ou des choses de ce type-là, en permettant de mesurer l'impact que ça a sur une potentielle catastrophe ou plusieurs catastrophes, et permettant de voir un petit peu les sinistres économisés, si je peux m'exprimer ainsi, par le biais de prévention. Et ça, je pense que l'assurance et le secteur de l'assurance, de par sa technicité, a vraiment complètement tous les mérites pour pouvoir le faire. Donc prévention, assurance, gestion de crise, c'est vraiment les triptyques qui caractérisent le secteur de l'assurance et qui sont très importants de prendre en compte au niveau de la résilience des économies et des États. Et la technologie a bien évidemment tout un rôle à jouer. Je pourrais en parler beaucoup plus longuement. On parlera de la technologie, oui. On parlera de la technologie, absolument.
Voilà, et notamment puisqu'on parle de prévision, de prédiction, on verra dans quelle mesure la technologie aussi joue un rôle extrêmement important dans ce stade-là. Maxime, c'est vrai que vous, à votre niveau, l'appréhension des risques, des nouveaux risques, ça fait partie, ça aussi, de votre quotidien. Mais là, je vais prendre ça dans l'autre sens. C'est pourquoi est-ce que, pour le secteur de l'assurance, il est important qu'on ait des économies qui soient durables? Merci pour la question. Alors juste en rappel, donc, je fais partie d'AXA XL Risk Consulting, qui est la filiale dans le groupe AXA qui s'occupe d'accompagner des grandes entreprises sur tout ce qui est identification, gestion et prévention des risques. Donc on est une business unit composée de 400 ingénieurs répartis dans un peu plus d'une vingtaine de pays. Et donc je m'occupe des opérations en Europe, c'est environ 200 personnes. Alors pour revenir à la question, pourquoi est-ce que la durabilité des économies mondiales est tellement importante pour le secteur de l'assurance? La réponse, elle est assez simple. Un monde à plus 3 ou plus 4 degrés serait juste pas assurable. C'est clair. Donc maintenant qu'on a dit ça, et je ne suis pas le seul à le dire, je n'ai pas été le premier à le dire, Monsieur Decazes, notre CEO, il y a encore quelques années, l'avait dit il y a quelques années. La crise pandémique, le dernier rapport du GIEC, l'impact des catastrophes naturelles. Donc voilà, c'est une réalité quotidienne. Et évidemment, un groupe comme AXA, et a fortiori AXA XL, se doit de travailler sur ce sujet d'envergure. Donc le sujet est maintenant extrêmement complexe. Donc je ne vais pas repartir sur qu'est-ce qui fait qu'une économie est durable, mais ce qui est intéressant, c'est quand même de rappeler que une économie qu'on appellerait durable, c'est une économie qui assurait la pérennité de la société humaine. Maintenant qu'on a dit ça, c'est extrêmement ambitieux. Et pour l'assurance, et a fortiori à mon rôle, à mon niveau en matière d'accompagnement, en matière de prévention des grands groupes, on peut faire effectivement beaucoup de choses. Et c'est notre business au quotidien. Aujourd'hui, un grand groupe, s'il souhaite se doter de couverture d'assurance, a besoin de travailler sur son effort de prévention. C'est pas nouveau, et ce besoin s'accélère. Il s'accélère du fait du changement climatique notamment, du fait des cadres réglementaires qui sont imposés aussi au niveau des grandes entreprises en matière de ESG, et tout simplement la mission qu'un certain nombre de grands groupes se dotent en matière de respect de l'environnement, ESG et ainsi de suite. Donc, d'un point de vue plus pratique, en matière de prévention, on a évidemment un rôle extrêmement important qui a trait en matière de sensibilisation, déjà sensibiliser nos clients sur les bénéfices de la prévention. Et ça, c'est un travail qui n'est pas nouveau et encore une fois, qu'on sophistique. Donc, si je devais prendre l'exemple des catastrophes naturelles, vous avez indéniablement une accélération, une augmentation tant en matière de fréquence que de sévérité de l'impact des catastrophes naturelles. Donc ça, aujourd'hui, beaucoup de données existent et commencent à être relativement bien acceptées par le marché, par les clients. Donc il y a toujours une première phase qui consiste à comprendre l'état des lieux. Où est-ce qu'on en est en matière d'exposition, en matière de risque des catastrophes naturelles. Et jusqu'à présent, on faisait ce travail essentiellement sur la base des données historiques qu'on avait. Et on commence de plus en plus à intégrer des données projectives. Donc il y a beaucoup de données qui viennent de la communauté scientifique et qui sont capables de nous dire, à horizon 2030, 2050, en fonction des différentes prévisions d'augmentation de chaleur, a fortiori, nos perspectives en matière de stress hydrique, en matière d'augmentation des niveaux d'eau, en matière de vagues de chaleur et ainsi de suite. Et ça, on ressent depuis très récemment le souhait de beaucoup d'entreprises de commencer vraiment à sophistiquer la compréhension de leur exposition aux catastrophes naturelles telle que vue aujourd'hui, mais aussi en intégrant de la projection. Donc c'est cette première phase qui est toujours la plus importante, c'est l'étape préliminaire, c'est la compréhension d'un état. Et la compréhension de cet état, il faut la traduire en matière financière. Donc il y a beaucoup de techniques, des modèles stochastiques, des techniques actuarielles, des outils de modélisation qui nous permettent aujourd'hui, en fonction d'un certain nombre de critères, l'aléa climatique, la vulnérabilité des bâtiments, les expositions, qui nous permettent relativement finement
au niveau de portefeuille, mais même au niveau de site, d'imaginer l'impact financier de telle ou telle intensité d'événements naturels. Et maintenant qu'on a donné une traduction financière à ce risque, qui est toujours extrêmement important pour que nos décideurs dans les entreprises puissent enclencher une dynamique de prévention et débloquer des budgets de prévention, qu'est-ce qu'on fait? Et là, il y a beaucoup de choses que l'on peut faire sur le terrain, au niveau de l'élément humain. Déjà, comment mieux se préparer si malheureusement un événement devait se produire. Comment éventuellement mettre en place des mesures de protection physique. Comment aussi mieux s'équiper en matière de gestion de crise, en matière de continuité d'activité, et à tout simplement être prêt si malheureusement l'événement devait survenir. Mais ça va au-delà. Parce que si vraiment on veut participer dans notre rôle d'assureur à la durabilité des économies mondiales, il faut aller beaucoup plus loin. Comment accompagner nos clients pour commencer à revoir leur processus industriel et être notamment plus résilients, moins consommateurs d'eau pour des clients qui auraient des activités extrêmement consommatrices d'eau. Comment prendre en compte des besoins en matière de climatisation, du fait des vagues de chaleur qui vont s'intensifier. Donc le risque d'incendie, a priori, va augmenter. Et donc toute la transformation des processus industriels, elle est extrêmement difficile parce que c'est un métier d'ingénieur pur. Donc c'est des choses sur lesquelles on travaille à chaque fois en partenariat avec nos clients. Donc sans trop en dire, voilà quelques premières directions. Alors, on reviendra également sur les différents risques majeurs que vous identifiez, auxquels il faut s'attendre dans le futur, tout simplement. Dans ce cadre-là, William, let's talk about, from the perspective of the SIF, the Sustainable Insurance Firm, how can insurance industry contribute to a more sustainable future? You have listened to all the answers. We had some points developed. What can you say about that? Yeah, so thank you for that question. I mean, my role in the Sustainable Insurance Forum, the Secretariat is hosted by the UN, and we have 35 leading institutions who are working with us and also working separately. And then we also have our partner institutions that we work with. So the IAIS. So we have the international standard setting body working with us, and we have a whole range of key partners. So from that sense, I get a little bit of insight into the sector-wide behaviors. And I would really think that obviously the insurance industry as a whole has a key role to play in driving climate resilience. For me, I see the role in three distinct ways: the risk transfer role, the role in investments, and then as a knowledge holder sending risk signals. So we know obviously insurers reduce vulnerability and support community resilience through their risk transfer role. That's really the bread and butter of insurance activities, right? But insurers are also institutional investors who are able to influence the market by investing due to their weight of money. And I think sometimes that impact can be forgotten a little bit. Of course, both transition and physical climate risks have the potential to affect investments via credit and counterparty default risk. For example, an increase in the probability of default or loss given default, market risk through a change in the value or the trend or the volatility of an asset or a derivative, even liquidity risk, obviously a result of a sudden cash outflow or a result of a natural hazard can have liquidity risk issues. But really, insurers have the power through the weight of their investments to progress towards sustainable economic activities and contribute to those activities that actually actively reduce climate-related risks. So as well as avoiding the risks in their portfolio, investing in these progressive and helpful kind of fields can really actually take an active step towards a more sustainable future.
And then finally, the third role that I spoke about that insurers hold when it comes to the powerful role they have in terms of their role in climate risk. The insurers are known, I think, in a range of industries, even industries that may not necessarily be dealing with insurers. They're known to be very clever institutions. They hold a vast amount of knowledge through their understanding of risks. And I think that's well understood throughout the real economy. And insurance activities just by themselves are powerful risk signals. Insurers and insurance supervisors have the potential to build the capacity to respond to global threats such as climate change through some of the power of this knowledge. You know, when an insurer says this industry is now as a whole too risky to underwrite, or this particular business doesn't have a strong case for transitioning to a low emissions future, I think the rest of the economy really takes notice of what the insurers say. And so through that role, I think they have more power sometimes even than they may believe. On parlera justement j'aimerais juste essayer d'avoir une suite logique parce qu'on parlera des nouveaux risques, on parlera de la manière avec laquelle on peut justement les appréhender dans le futur. Just to talk about that, William, how can regulated and supervisors ensure that insurers are able to assess and to manage all these new risks that may occur, that may rise from the climate changes? Yeah, I think from a supervisory and regulatory perspective, there's a little bit of a journey that I've seen a lot of different jurisdictions go on. So the very starting point, I think, for almost everyone is this piece on awareness and education. So this might be through speeches, supervisory engagements with particular companies, through publications or international engagement, like through the Sustainable Insurance Forum, events like this, where you see industry and supervisors working together. There's a real piece at the very beginning to just highlight the risks, highlight the financial nature of the risks, because ultimately, when you get down to it, it affects the bottom line of companies. And so that's a real impetus to make these changes. And then when that kind of awareness and education piece has happened, you often see the supervisors move towards stating their supervisory expectations. So they might produce formal guidance or outline how the new or existing rules can apply to climate risks. So something that the CIF did in this area, working with the IAIS, we published a paper around the insurance core principles, highlighting how these existing international rules, they don't even need to necessarily be changed to incorporate the risk factors that climate risk may bring about. And then, of course, insurance regulators are very interested in the disclosure. And so there's obviously new frameworks being developed around the specific disclosures of climate risks. So what the regulators are doing is often based on the TCFD, the Task Force for Climate-Related Financial Disclosures framework. And what many supervisory organizations have done, either taken steps to encourage voluntary adoption of these disclosure regimes, or sometimes mandatory requirements of certain new disclosures. And both of these can be effective. I think what's important when it comes to the disclosure is ensuring consistency with other regulatory frameworks, which may even include requirements in other jurisdictions for multinational companies. And I think the work of the IFRS Foundation and the International Sustainability Standards Boards, who are working on developing global climate risk disclosure standards, is very important, because we'll have some consistency across the world. And then I think a really important tool that both supervisors and regulators have and the industry have is around scenario analysis. So supervisors are really encouraging insurers to develop their own tools and metrics to monitor the exposures, and also to look further into the future on a longer time horizon. So stress testing and scenario analysis are really helping insurers and also regulators sometimes to take that system-wide view of the current resilience and ability to handle these the response to climate change. And then I think when you take all these steps through, which is probably where some of the leading institutions are at the moment,
you then have a picture of understanding the system-wide risks and resilience and ability to respond. And now you start assessing these responses. So some jurisdictions are now moving towards assessing how firms have met the supervisory expectations that they may have published some years ago. And there may also be insights gained from the disclosures that a supervisor is reading or scenario analysis that's being undertaken. And this may warrant a range of supervisory responses. You might see something like a new data collection to get more info, to get deeper information, to understand the risks better. Or it may range all the way to capital implications, where a supervisor may have said, this behavior is risky, and so we think that you should be holding a certain amount of capital based on our assessment there. Laurent, il y a un point qui est extrêmement important, ce sont les gaps de couverture, et surtout dans un contexte pareil, le but c'est vraiment de les réduire. Qu'est-ce qu'on peut faire pour continuer à réduire ces gaps de couverture? Alors oui, vous avez raison, il y a des gaps de couverture qui existaient déjà auparavant et pour lesquels, avec à la fois la transition énergétique et la transition numérique, nous devons essayer de faire face à cela. Alors déjà, il y a des risques qui étaient assurables et qui deviennent de moins en moins assurables. Ça, c'est un problème qui aggrave le gap en question. Je pense que un système qui permet de prendre en compte cela avec une assurance très largement couverte, avec des processus qui sont définis à l'avance plutôt qu'une fois que la catastrophe survient, eh bien ça, ce sont des bons éléments. Juste pour la CCR, par exemple, sur la France, on a prévu de se projeter en 2050 avec le scénario 8.5, RCP 8.5 du GIEC, et nos estimations, toutes choses égales par ailleurs, sans prendre en compte l'accroissement de vulnérabilité qui en découle, on a le loss ratio qui montrait de 50%. Donc admettons qu'on ait un loss ratio de 60% à l'heure actuelle, eh bien on aurait un loss ratio dans 2050 de 90%. Donc ça, c'est quelque chose qui permet de voir comment on doit augmenter les primes futures de telle manière à pouvoir continuer à assurer dans un monde où il y aura plus de catastrophes et plus de catastrophes extrêmes aussi. Ensuite, le gap de technologie avec, je dirais, le numérique, eh bien, ça permettrait parfois pour les catastrophes naturelles ou pour le rendement agricole, par exemple, de développer des assurances en mesurant mieux le risque par le biais de ce qu'on appelle l'Internet des objets. Et donc ces objets qui sont reliés et qui sont à des grands indicateurs de la manière dont les choses fonctionnent permettraient de mieux piloter les choses et d'avoir donc des assurances qui soient aussi basées avec ces capteurs. Alors ça, c'est par exemple les choses qu'on peut voir en agriculture, par exemple. Mais les gaps les plus importants auxquels on a pu faire face récemment, c'est les pertes d'exploitation non liées à un dommage. Et donc, on a pu le voir au niveau de la pandémie, on a pu le voir dans d'autres secteurs. Et ça, c'est un problème parce que l'assurance ne trouve pas de solution pour l'instant, et c'est un grand besoin des assurés et des entreprises d'avoir ce type de garantie. Donc on a des choses à améliorer, à inventer de notre côté, de telle manière à élaborer une réduction de ce gap sur cette matière précise que sont les pertes d'exploitation. Il y a aussi une autre garantie qui est difficile à trouver au niveau de l'assurance cyber, qui s'est développée à un moment et de manière, je dirais, assez hétérogène et avec un nombre limité d'acteurs, et qui, face aux risques qui se sont réalisés, eh bien, on voit que l'industrie de l'assurance a du mal à rendre ce risque assurable. Je pense qu'il faut constituer quelque chose, et c'est là où les partenariats publics-privés et le rôle de l'État, un rôle de l'État permettant de définir une couverture minimum, de définir aussi un cycle de constitution de données
à partir desquels le risque peut être mieux mesuré, pourraient être élaborés dans le futur de telle manière à permettre d'avoir une forme d'homogénéité d'un noyau dur de garantie. Et puis, la compétition se ferait sur tout le service entre assureurs. La compétition entre assureurs est importante, elle est nécessaire de telle manière à toujours optimiser, améliorer. Mais je pense que là, il y a sur les gaps de couverture et notamment le risque cyber, l'intervention de l'État de telle manière à former une forme de catalyse d'assurabilité serait de bon augure, et c'est ce à quoi on réfléchit en ce moment de notre côté. Maxime, alors justement, j'aimerais revenir au risque, hein, et notamment les risques majeurs que vous observez chez vos clients aujourd'hui. Si vous pouviez nous donner quelques exemples. Et puis, on va venir à la technologie, justement, hein, puisque c'est aussi le but de cette discussion, c'est de savoir comment on peut l'utiliser au mieux et comment il va évoluer. Et quelques exemples de risques majeurs que vous observez, et puis comment la technologie vous permet de mieux les appréhender. Et puis, on verra aussi les limites de la technologie, parce qu'on peut faire beaucoup de choses, mais il y a aussi des choses qui... la technologie a ses limites, comme partout. Merci pour la question, et ça va me permettre d'ailleurs d'être en continuité par rapport à ce que M. Montador expliquait sur la problématique des gaps de couverture. Moi, ce que j'observe, enfin, ce que je vais dire l'organisation Accès XL observe sur le marché, c'est que nos clients, pour que l'on puisse continuer à les accompagner en assurance, ont besoin de documenter de manière de plus en plus précisément leurs risques. Et si je vais prendre 3 exemples, le sujet CatNat, le risque cyber et puis le sujet environnement, par exemple, pour illustrer mon propos. Sur la partie catastrophe naturelle, du fait de l'évolution du coût des catastrophes naturelles et d'augmentation d'exposition et de la sinistralité, et des perspectives de loss ratio d'ailleurs qui étaient mentionnées juste avant, c'est exactement d'ailleurs celles qu'on a, plus ou moins. Donc ça veut dire quoi pour les clients ? Ça veut dire qu'ils ont besoin d'être beaucoup plus précis dans la localisation de leur site, des actifs qu'ils souhaitent assurer, qu'ils soient mobiles ou fixes. Ils ont besoin d'être beaucoup plus précis dans la caractérisation de ces actifs à assurer. Donc si on parle d'assurance dommage aux biens, quel est le bâtiment, quel est le niveau de vulnérabilité, quel niveau de construction, quel niveau de protection, quelle surface. Si on parle de la localisation, où se trouve précisément ce site. Et ce qu'on observe aujourd'hui, c'est que déjà, il y a un gap énorme en matière de qualité de données. Donc qualité aussi bien en matière de géolocalisation que d'attributs spécifiques à l'actif que l'on souhaite assurer. Et sans des données d'entrée de qualité, déjà le processus de souscription et de tarification est très compliqué, et donc du coup on prend dès le départ des buffers, donc des marges extrêmement énormes, voire on s'arrête là. Après, vous avez un deuxième enjeu, si on prend l'exemple d'une catastrophe naturelle, c'est qu'aujourd'hui, pour modéliser ce risque, ça se repose sur des modèles stochastiques. Ce sont des modèles mathématiques actuariels qui sont compliqués à développer. Et aujourd'hui, on n'a pas de modèle stochastique qui existe pour couvrir tous les pays et tous les périls. On a juste un gap en matière de modèles mathématiques. Donc ça, c'est une deuxième barrière. Et puis la troisième barrière, c'est que vous pouvez avoir des modèles mathématiques qui peuvent faire du sens sur, on va dire, des grands nombres, des grands sites, mais il y a toujours la frustration de la part du client, de l'assureur qui ne prend pas en compte l'effort d'investissement, de prévention qui est fait au niveau d'un site. Et puis la quatrième dimension, c'est la partie climat, changement climatique. Aujourd'hui, les assureurs, force est de constater, et on en fait partie, tarifient, souscrivent essentiellement en prenant en compte des données historiques. Et on commence tout juste à prendre des données projetées. Donc vous avez ces 4 enjeux. Donc maintenant, comment la technologie peut aider, et sur le risque cyber, c'est exactement la même chose. On manque aujourd'hui de données de qualité pour pouvoir modéliser correctement ce sujet. Donc maintenant, comment est-ce qu'on peut travailler là-dessus ? Il y a la sensibilisation, la formation, s'assurer que nos clients sont bien au courant de la dimension et du risque, et donc du besoin pour eux de bien documenter leur profil de risque pour que les assureurs puissent développer des solutions d'assurance adaptées à leur profil de risque. Le deuxième enjeu, c'est l'effort de prévention, donc c'est des budgets à débloquer, et je pense que sur ces 2 sujets,
le sujet des catastrophes naturelles, changement climatique et cyber, avec ma prédiction, ce sont des risques, si les clients ne travaillent pas là-dessus, qui ne deviendront juste plus assurables. Et la frilosité, je pense, actuelle d'un certain nombre d'assureurs par rapport à ces risques, elle est notamment due au fait que beaucoup d'entreprises n'investissent pas assez en matière de prévention. Et là où l'assurance pouvait jouer un rôle extrêmement important en matière de stratégie de risque, de transfert de risque, sur des sujets de risque comme les catastrophes naturelles et le cyber, le budget à allouer en matière de prévention est peut-être beaucoup plus important que le budget à allouer en matière d'assurance, du fait du manque de données et de la frilosité actuelle des assureurs. Donc je pense encore une fois que sur les gaps de couverture, on peut développer des solutions en paramétrique, mais il y a un risque d'antisélection énorme, ne nous en cachons pas. Un client qui souhaite sortir son risque catastrophe naturelle de son programme dommage aux biens et développer une solution en paramétrique, c'est le principe de mutualisation, de facto, va moins bien marcher, ça va se payer. Alors après, il y a d'autres bénéfices, mais on ne résout pas le sujet. Donc encore une fois, mon premier conseil sur les gaps de couverture, sur les entreprises qui auraient des difficultés à trouver des solutions d'assurance, documenter de manière beaucoup plus précise votre risque, partagez ça avec votre courtier, avec votre assureur, et surtout démontrer qu'il y a une vraie stratégie de prévention qui s'inscrit aussi dans une dynamique plus globale d'entreprise, dans une dynamique de résilience. C'est-à-dire que ce n'est pas juste pour faire plaisir à l'assureur, c'est que c'est critique pour l'entreprise de mettre en place un plan de prévention et de résilience. Alors, j'aimerais revenir vers Laurent. Alors, il nous reste 6-7 minutes. Hein, et we have 6-7 minutes left. I'm going to try to finish on this question about technology and change climates. But Laurent, comment est-ce que justement avec les nouvelles technologies, on peut faire face à tous ces risques qui sont liés au changement climatique ? Alors, il n'y a pas de recette miracle, hein, si vous voulez, mais il y a une capacité d'observation déjà au niveau de la Terre qui est bien plus importante, avec des constellations de satellites et une technologie satellitaire qui permettent de mieux mesurer les choses, mieux mesurer les phénomènes à un degré vraiment très précis. Hein. On arrive à du 20 cm de près, et on n'est plus obligé de ne plus avoir de nuages pour observer. Il y a des technologies qui permettent d'observer même en cas de couverture nuageuse. Donc tout l'aspect technologie et satellitaire est un élément très important, à la fois pour la compréhension des phénomènes, pour la prévention des phénomènes et la préparation à la gestion de crise, mais aussi pour la modélisation. Donc ça, c'est le premier élément. Voilà. Le deuxième élément au niveau technologique, c'est ce qu'on appelle l'Internet des objets, qui se voit beaucoup au niveau de l'agriculture, à la fois avec des drones, mais aussi avec des mesures très précises d'humidité du sol, de fertilisation du sol, etc. Ça, ce sont des choses qui permettent de détecter des techniques ou d'alerter, par exemple, pour un arrosage bien ciblé qui permettrait d'obtenir 5,5% de rendement supplémentaire. Ce type d'outillage existe déjà, sont dans certains pays, et donc on a des possibilités intéressantes. Maintenant, contre les grands phénomènes très brutaux, il y a évidemment toujours le transfert de risque et l'assurance, et heureusement que l'assurance est là. Je pense qu'il faut faire attention avec la technologie. Elle a des limites, effectivement. On a toujours un peu la notion de digital twin, c'est-à-dire que toute chose a aussi une possibilité d'être modélisée numériquement à partir de données, et c'est bien plus complexe que cela. Et je pense que les interventions humaines auront toujours lieu, et notamment dans la préparation à la gestion de crise, faire en sorte que, je dirais, la culture du risque soit bien plus prégnante au sein des populations et au sein des entreprises, de telle manière à ce que les plans de continuité d'activité et de reprise d'activité puissent être élaborés avec le moins de souffrance possible.
William, let's go back to supervisory and how can supervisors, regulators use also on their part the technology to be helpful to insurance industry? Thank you. So I think for supervisors, the outstanding piece is that it means engaging with the types of stakeholders and the types of technologies that supervisors and regulators perhaps are not used to engaging with at all. So it's quite novel and new, I think, for regulators. I said earlier that scenario analysis is a very strong focus of a number of regulators. When they're preparing this supervisory stress test or scenario analysis, the parameters and assumptions for climate related scenarios, they may be adopted from modeling work that's performed by meteorological agencies, other regulators, perhaps national or international scientific bodies, academics. And these are people that it's really important for the regulators to be speaking with and understanding what technology is out there, what's the latest being used in the industry, how can the regulators and supervisors support this development, but also I think ensure that it's being used in an appropriate way, as the role of the regulators will always be. That is, like I said, it's in some ways new for the supervisors to be using this technology, but through the engagement, I think they can actually utilize them in a strong way. And then the other side is that the supervisors need to be aware of the technology that the industry is using, because of course, if the supervisor has no idea about what's happening, there's no way that they can supervise and regulate. My French isn't too good, but I know we spoke a lot about parametric products, and so for the supervisor to have an understanding of parametric insurance is really necessary, because obviously we want to support the quick and efficient payouts when they're needed, and to also reduce costs and to ultimately offer lower premium products to areas that may be affected by climate risks. We also see throughout the whole supply chain, there are dedicated companies that are looking to provide insights into a counterparty's carbon footprints. And so while there's sometimes a lack of data in terms of counterparties and companies that you invest in down the line, these sort of dedicated companies that are using even artificial intelligence to help assess the downstream kind of supply chain emissions and carbon footprint can be really helpful. We see satellite imagery and artificial intelligence to help assess risk profiles, not just to inform the underwriting practices, but also on the investment side of the balance sheet, I think is really important. And then, of course, there's a number of technologies that insurers are using to reduce their own emissions within their own operations, and that's also important from an operational risk perspective. But I think overall, it's encouraging this engagement and this sharing. Like I said at the very beginning, the insurers have an immense amount of data. They have a really great data set just from their underwriting business. And so the insurers, to then be engaging with some of these specialist technical experts, can actually really support the development of these new models, which may end up being an adaptation of existing CAT models, or they may be completely new economic models, because obviously you need a longer term time horizon when you're talking about climate risk scenario analysis than perhaps traditional stress tests. So I think overall it's that piece of engaging with these experts that's really important, both for industry and for regulators. Thank you, William. Merci beaucoup, Laurent, William, Maxime, d'avoir été avec nous. On arrive à la fin de ce panel. Merci de nous avoir apporté vos éclairages. Merci encore une fois. J'espère qu'on vous retrouvera pour les prochains grands rendez-vous de l'assurance. Merci à vous et à très bientôt. Très bientôt, merci beaucoup.